Bonjour à tous. Ici, le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom, professeur Sachs. Bienvenue mon cher ami, et merci, comme toujours, de vous adapter à mon emploi du temps. J'ai une série de sujets à aborder concernant la déchéance, c'est mon mot, pas le vôtre, même si je pense que vous serez d'accord, de la politique étrangère américaine. Commençons par le président. Hier, assis à côté de Keir Starmer, il a menacé le président Poutine. Si la guerre en Ukraine n'est pas terminée, dans 10 à 12 jours, il imposera des tarifs douaniers secondaires à la Russie. Quel genre de diplomatie est-ce, ça? Un échec. Rien de ce genre ne fonctionnera. Le président ne peut pas simplement déclarer que la guerre se termine dans 10 jours. Le mot le plus juste et le plus précis pour qualifier la politique étrangère américaine, c'est délirante. Parce que la politique étrangère américaine, que ce soit sous Trump, Biden ou les présidents précédents, repose sur une arrogance du pouvoir extraordinaire. L'arrogance de dire « la guerre se termine dans 10 jours à mes conditions » ou « le Moyen-Orient se termine à mes conditions » ou encore « le conflit avec l'Iran se termine à mes conditions » et même le conflit avec la Chine se termine à mes conditions. C'est ça le schéma. C'est le schéma de Trump, mais ça va au-delà de Trump. Trump le rend juste très explicite et très grossier. Mais l'idée de base, c'est que la diplomatie ne compte pas. Les États-Unis font ce qu'ils veulent et exigent que tous les autres pays s'alignent. Et ça échoue. C'est pourquoi la promesse de Trump de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures a échoué. Il n'a pas cherché la diplomatie, il a juste donné des ordres. C'est aussi pourquoi aujourd'hui, il y a un génocide en cours, avec la complicité totale des États-Unis et leur responsabilité entière à Gaza. Un génocide où des gens meurent de faim sous nos yeux, pendant que les États-Unis jouent un rôle majeur dans tout ça. C'est un échec. C'est aussi pourquoi il n'y a aucun accord avec l'Iran, malgré les déclarations passées de Trump affirmant qu'il obtiendrait un arrangement diplomatique. C'est pourquoi il n'y a pas non plus de règlement avec la Chine. Et peut-être maintenant un nouveau report de 90 jours pour ces soi-disant négociations commerciales. Parce que Trump donne des ordres. Et ces ordres n'accomplissent rien. Et c'est ça, l'essence même de cette déchéance de la politique étrangère. Et en plus, pendant qu'il était assis à côté du Premier ministre Starmer, lui et le Premier ministre se lamentaient sur la famine à Gaza. Une famine que le Premier ministre Netanyahou, hier, une autre histoire pour une autre fois, parce que ce qui sort de la bouche de Netanyahou n'est pas la vérité. À quel point est-ce froid, calculé, trompeur, faux et déplacé de se lamenter sur une famine qu'on a soi-même provoquée en finançant Netanyahou sans jamais lui dire non. Bien sûr que l'Amérique est complice, et pas seulement par le financement, mais aussi par les armes, par la conscience de tout cela au quotidien, et par la coopération militaire avec un gouvernement qui commet un génocide. Alors, se lamenter, c'est la réaction la plus absurde face à une famine immédiate d'une population. Je viens de lire une déclaration du ministre des Affaires étrangères de Norvège qui s'inquiétait de l'apparence d'un double standard, que l'Occident ne critique pas assez Israël. Mais bon sang, critiquer, c'est pas le sujet. Ce qu'il faut, c'est arrêter le massacre de masse. C'est ça l'enjeu. Est-ce que la déclaration du président français Emmanuel Macron annonçant que la France reconnaîtra bientôt un État palestinien et celle, plus floue, du Premier ministre Starmer après le départ de Trump, disant que le Royaume-Uni reconnaîtra un État palestinien si la famine et la guerre ne cessent pas d'ici septembre? Est-ce significatif? Oui, c'est significatif. Je pense que ce serait très important que la Palestine soit reconnue comme 194e membre des Nations Unies. Pour dire à ces Israéliens meurtriers et génocidaires, non, vous n'aurez pas un contrôle permanent basé sur le meurtre, le génocide, l'expulsion ethnique, l'apartheid ou quoi que ce soit que vous planifiez contre le peuple palestinien. Donc oui, je pense que c'est significatif que même ces derniers soutiens complices en Occident, en dehors des États-Unis, réagissent au moins à cette situation extraordinaire. Un génocide sous nos yeux. Les États-Unis, eux, seront les derniers à réagir. Je ne pense pas que quoi que ce soit de tout cela fasse tilt chez Donald Trump. Ça n'a pas l'air de faire tilt non plus chez la structure politique américaine corrompue. Mais oui, c'est significatif que même des valets comme Keir Starmer,
parce que le Royaume-Uni est un État vassal des États-Unis, un pays qui ne fait rien que les États-Unis n'approuvent pas, et disent ce qu'ils ont dit. Il n'est pas allé jusqu'à dire qu'un État palestinien serait reconnu. Il a laissé la porte ouverte à une provocation israélienne. Israël peut encore faire ceci ou cela pour éviter cette décision douloureuse que le Royaume-Uni ne veut pas prendre. Mais oui, ça montre que ce qui se passe est tellement grossier, tellement extrême, tellement clair, tellement vulgaire, tellement violent, que même le Royaume-Uni et la France, si je puis dire, sont obligés de le reconnaître. Pas les États-Unis. Nous sommes à l'extrémité du spectre. Mais les autres, oui. Je dois te faire écouter ça, Chris, la version courte. C'est le Premier ministre, excuse-moi. Netanyahou, hier, niant qu'il y ait une famine à Gaza. On présente Israël comme si nous menions une campagne de famine à Gaza. Quel mensonge éhonté! Il n'y a pas de politique de famine à Gaza. Et il n'y a pas de famine à Gaza. C'est un meurtrier de masse. Il n'y a rien d'autre à dire. Il est inculpé par la Cour pénale internationale et il dirige un pays qui commet un génocide. Il restera dans l'histoire comme une honte pour l'humanité. Et cette honte sera partagée par Donald Trump et par d'autres qui ont été complices de tout cela. Il n'y a aucun doute sur la complicité. Jake Sullivan, Anthony Blinken, Joe Biden, Donald Trump, Marco Rubio. Je veux dire, la liste continue encore et encore. Pourquoi? C'est la classe politique américaine qui se lève et qui applaudit un meurtrier de masse. Pourquoi? Peut-être que les dossiers Epstein nous diraient quelque chose. Peut-être que les dons de campagne nous diraient quelque chose. Peut-être que le fait que des dizaines de millions d'Américains lisent la Bible, mais ne regardent pas les infos. Je ne sais pas. Mais le fait est qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les États-Unis sont totalement aveugles à leur propre complicité, à ce niveau politique. Mais le peuple américain, lui, a compris. Le dernier sondage montre que 60% ou plus des Américains soutiennent les Palestiniens dans ce conflit. 30% soutiennent Israël. Et ce chiffre s'effondre. Autrement dit, la politique américaine va à l'encontre de l'opinion publique américaine. Et dans des proportions énormes. Mais ce n'est pas surprenant. Nous n'avons pas d'institutions démocratiques qui fonctionnent aux États-Unis. Nous sommes dirigés par une petite clique. Essentiellement, une opération conjointe CIA-Mossad qui dure depuis un moment. Les politiciens suivent la ligne pour des raisons que, encore une fois, on peut deviner, mais on ne peut pas en être sûr, un par un. Mais le peuple américain, dans l'ensemble, a compris. J'allais justement vous demander si l'opinion du peuple américain comptait pour quelque chose. Mais vous venez d'y répondre. Nous n'avons pas un gouvernement populaire. Ceux qui dirigent le gouvernement sont ceux qui ont été achetés par l'AIPAC ou qui sont idéologiquement engagés et qui ont un pouvoir énorme dans les coulisses comme la CIA, le MI6 ou le Mossad, à tel point que c'est presque sans espoir. Quand Netanyahou a reçu un nombre absurde, 56 ovations debout en 58 minutes. C'était à peu près ça. Oui, après ça, ça devrait vous dire quelque chose. Personne, à part Thomas Massie, n'est resté assis. Tout le monde s'est levé et a acclamé comme des fous. C'est un acte d'accusation contre la classe politique américaine à Washington. C'est l'administration Trump, c'est l'administration Biden, c'était l'administration Obama. Ça remonte à longtemps. C'est notre état profond. Et même quand le génocide est totalement exposé au grand jour, ça ne change rien. Même quand le président lui-même marmonne qu'il y a de la famine, ça ne change apparemment aucune politique des États-Unis. Waouh! Pourquoi? C'est vraiment incroyable. Mais je pense que les gens doivent comprendre, nous avons la démocratie dans la forme, mais nous ne l'avons pas dans l'esprit, ni dans le sens du débat public, ni dans le respect de l'opinion. Et j'aime toujours citer le cas le plus important de l'histoire occidentale, celui où la République romaine est devenue l'Empire romain. C'est devenu essentiellement un État militaire. Le Sénat est resté en place, il n'avait plus aucun pouvoir, mais il est resté. Nous avons donc des institutions qui subsistent. Nous avons le Congrès, nous avons la Cour suprême. Mais cela ne forme plus une démocratie. La manière dont cette petite clique au pouvoir détermine les actions sans se soucier des intérêts américains ni de l'opinion publique, qui ne compte pour rien.
Le président n'explique rien dans ses discours. Le Congrès ne tient pas d'audition ni de débat. Nous n'avons pas de discussion au Congrès. Et la Cour suprême dit, eh bien, les tribunaux ne peuvent pas bloquer des actions clairement inconstitutionnelles du président des États-Unis, sauf pour la partie spécifique qui dépose le recours. Autrement dit, la Cour suprême elle-même rend le système judiciaire inutile face au pouvoir d'un seul homme. Donc, institutionnellement, ce n'est pas ce qu'on prétend parfois. On se lamente, la démocratie va-t-elle survivre? Mais nous n'avons plus de démocratie, sauf dans un sens purement formel. Et entre deux élections, eh bien, l'opinion publique ne compte pas. Même lorsqu'une immense majorité d'Américains pensent que nous ne devrions pas être complices d'un génocide, cela ne compte pas. Pourquoi sommes-nous complices avec Daesh en Syrie? Ils décapitent des gens dont la religion diffère de la leur. Parce que la CIA dirige Al-Qaïda et ses filiales depuis des décennies. Tu vois, toute cette idée des djihadistes qui se battent pour le pouvoir remonte à la CIA, jusqu'aux années 70 par exemple, quand le président Carter et Zbigniew Brzezinski ont ordonné à la CIA de soutenir ces islamistes en Afghanistan. L'idée à l'époque, c'était de provoquer l'Union soviétique en essayant de l'inciter ou de l'amener à envahir l'Afghanistan. Ce qu'elle a fait. Ils ont détruit l'Afghanistan dans le processus. Le pays ne s'en est jamais relevé depuis ce moment-là. Un acte profondément cynique, secret, clandestin, dégoûtant. Mais la CIA a créé Al-Qaïda en fait. Oussama Ben Laden a été créé par la CIA. Tout cela est parfaitement connu pour ceux qui prennent la peine de chercher et de comprendre. Bien sûr, les grands médias, qui servent de porte-voix à l'État profond américain, ne rapportent pas ces choses, mais elles ne sont pas cachées. Et dans le cas de la Syrie, le renversement du gouvernement syrien était une opération de la CIA, opération Timber Sycamore, ordonnée par le président Barack Obama. Et la paix aurait pu venir en Syrie avec une stabilité il y a 13 ans. Je le sais parce que j'en discutais à l'époque en détail avec les négociateurs de l'ONU, mais les États-Unis ont bloqué la paix parce que leur objectif, leur intention, c'était de renverser le gouvernement syrien par des moyens secrets dirigés par la CIA. C'est ça l'approche américaine de base. Al-Qaïda ne croyait pas que c'est un ennemi de l'État profond américain. C'est une créature de l'État profond américain. Pendant que nous parlions, professeur Sachs, Chris faisait un sondage. Le conflit Ukraine-Russie prendra-t-il fin avant Noël 2026? C'est dans 5 mois. Non, 57%. Oui, 24%. Et 6-8% ont répondu, vous vouliez dire Noël 2006? Tu sais, la guerre pourrait finir rapidement si les États-Unis avaient une politique étrangère claire, transparente, honnête et communiquée publiquement. Il est évident que la guerre en Ukraine a été provoquée par les États-Unis, avant tout par une décision prise autour de 1994, rendue très visible en 2008 et poursuivie depuis, à savoir étendre l'OTAN, les bases militaires américaines et les systèmes d'armes américains jusqu'à l'Ukraine. Quand Trump est arrivé, il a dit quelques trucs qui semblaient indiquer que lui ou ses conseillers comprenaient cela. Et il semblait possible qu'il y ait la paix. Mais ensuite, l'État profond est intervenu et a dit à Trump, non, tu continues la guerre, peut-être une trêve. Ce qui est une fausse politique occidentale, qui dit, on ne s'attaque pas aux racines profondes de cette guerre. On fait une pause, puis on recommence quand ça nous arrange. La Russie a dit non. Pour faire la paix, il faut s'attaquer aux causes profondes. Ce qui est absolument la bonne chose à faire pour toutes les parties. Faire la paix, pas juste arrêter les combats pour les reprendre une semaine ou un mois plus tard, au gré d'une provocation ou d'un nouveau système d'armement. Le problème, c'est que Trump, jamais une seule fois, ni personne d'autre, que ce soit Marco Rubio ou un des négociateurs, ou J.D. Vance, ou quelqu'un de cohérent, n'a essayé d'expliquer au public, aux Européens, aux Ukrainiens. Écoutez, la cause fondamentale de cette guerre, c'est l'élargissement de l'OTAN. La cause fondamentale de cette guerre, c'est le coup d'État dans lequel les États-Unis ont soutenu activement des paramilitaires extrémistes pour renverser un gouvernement légitime qui voulait rester neutre. La cause fondamentale, c'est le rejet par les États-Unis
de l'accord de Minsk II, qui aurait pu mettre fin au conflit en donnant de l'autonomie à l'est de l'Ukraine, tout en restant dans l'Ukraine. La cause fondamentale, c'est le refus par les États-Unis de toute négociation diplomatique avec la Russie fin 2021. Et bien sûr, comme Ray McGovern nous l'a expliqué, Blinken a dit à son homologue, le ministre des Affaires étrangères Lavrov, en janvier 2022, que les États-Unis se réservaient le droit d'installer des systèmes de missiles en Ukraine, qui ne s'imposeraient aucune limitation. Si on avait un président avec les compétences, l'intérêt et la capacité d'expliquer ces faits de base, on aurait la paix, selon des conditions qui ont du sens pour l'Ukraine, pour la Russie, pour l'Europe et pour les États-Unis. Mais on n'entend rien de tout cela. On n'entend que des demandes de cesser le feu. Mais pourquoi? Sous quelles conditions? Sur quelle base? Sans rien résoudre? Et là, on parle de 10 jours maintenant. Ça ne marchera pas. Notre politique étrangère n'existe pas. Faire des déclarations sur Truth Social ou dans un communiqué comme celui-ci, ce n'est pas une politique étrangère. C'est la voie directe vers le désastre. Et tu sais, on est censé être un pays sérieux, avec 6 000 ogives nucléaires, la plus grande armée du monde, et un PIB de 30 000 milliards de dollars. On pourrait penser qu'un président pourrait faire un discours au peuple américain. Quelqu'un pourrait même lui écrire. On pourrait penser qu'on aurait un minimum de cohérence en politique étrangère. On pourrait penser que nos dirigeants se comporteraient mieux que des enfants. Eh bien non, ils se comportent pire que des enfants. Et c'est pour ça que le monde est si dangereux. C'est pas le public qui demande la guerre. Ce sont quelques individus qui jouent à des jeux pendant que le reste d'entre nous regarde avec inquiétude, consternation et effroi à quel point tout cela est puéril, hypocrite et inefficace. Je veux changer de sujet et aborder un autre de vos domaines d'expertise. Un tarif douanier, ce n'est pas une taxe. Bien sûr que c'est une taxe. C'est de la fiscalité. C'est absolument clair que le pouvoir d'imposer et de collecter les taxes appartient au Congrès et non au président. Article 1, section 8 de la Constitution, on ne peut pas être plus clair. Et on a littéralement eu une révolution américaine sur cette question précise. Et pourtant, on a un président qui, selon moi, agit totalement en dehors de la loi et de la Constitution, en fixant des droits de douane à l'heure ou à la journée. Bien sûr, on a un Congrès totalement docile qui est inutile. Inutile. Et on a une Cour suprême tout aussi soumise. Voilà en quoi nous avons un gouvernement de facto. Ce n'est pas un ordre constitutionnel, parce qu'on ne suit pas la Constitution.